Retour sur le plateau de la Semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de l'économiste Thomas Piketty à l'occasion de la publication d'une brève histoire de l'égalité. Alors à vous lire, les révolutions, les guerres, les crises sont des moments propices pour changer les règles du jeu, la constitution, le système économique et financier. Vous diriez que la crise sanitaire actuelle et peut-être aussi la crise climatique est suffisamment grave pour changer la donne ? Alors les crises sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes, parce que pour qu'il y ait un débouché politique à la sortie des crises, il faut des programmes d'action, il faut aussi des organisations collectives. Alors les livres, ça peut être utile aussi, mais ça ne suffit pas, je vous dis tout de suite. Oui, ça peut jouer un rôle, mais le plus important encore, ce sont des organisations politiques, syndicales, ou des nouvelles formes d'organisation qui vont se développer à l'avenir avec les nouvelles techniques de communication, mais qui permettent de donner un débouché aux crises. Et c'est vrai que là, bon, pour l'instant, on n'a pas encore ce débouché. Mais je pense que les défis qu'on a à relever sont des défis qu'on ne pourra relever que par plus d'égalité. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut résoudre le problème du réchauffement climatique et des consommations excessives d'énergie, d'hydrocarbures, d'émissions carbone, en traitant tout le monde de la même façon, avec une taxe carbone qui taxe les pauvres, les riches au même taux, et qui d'ailleurs en pratique taxe surtout les plus pauvres et les classes moyennes, et souvent épargne les plus riches, ça ne va pas marcher. Parce qu'on aura des révoltes fiscales qui refuseront, que ce soit au niveau des pays, ou d'ailleurs à l'échelon international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous savez, les 50% de la planète qui émettent le moins d'émissions carbone, qui sont en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, émettent moins de carbone au total, c'est 50%, donc plus de 3,5 milliards de personnes, que les 1% de la planète qui émettent le plus de carbone, qui sont notamment aux États-Unis, qui sont aussi en Europe, et les 50% les plus pauvres s'apprêtent à subir finalement les conséquences les plus néfastes sur leur mode de vie, non seulement sans y avoir pratiquement pas participé, et donc à essayer d'avoir des solutions qui ensuite vont demander à tout le monde, les plus pauvres comme les plus riches, de changer leur mode de vie dans les mêmes proportions, ça peut juste pas marcher. Donc on ne résoudra pas ce problème sans une réduction drastique des inégalités et sans un effort beaucoup plus important demandé aux plus riches. Et pourtant, ce sont des thèmes qui sont actuellement absents, ou en tout cas du débat politique. Il est plutôt dominé, en tout cas dans la pré-campagne française, par des thèmes, disons, identitaires. Comment vous analysez ça ? Et est-ce que c'est lié ? Oui. Alors, je pense que c'est lié, mais d'abord, il faut quand même pas exagérer. C'est-à-dire qu'on a des partis écologiques en Allemagne, en France, dans d'autres parties du monde, et puis aussi on a une sensibilité écologique dans d'autres partis que les partis écologiques. Mais par exemple, le choc fiscal que vous appelez de vos voeux, il est totalement inexistant du débat. Le choc fiscal. Moi, je ne suis pas pour le choc fiscal. Hein. Moi, je suis pour la redistribution, je suis pour la réduction des inégalités. Sur la question des émissions carbone, à nouveau, je pense qu'on ne peut pas du tout traiter de la même façon des petites émissions que des émissions mirobolantes. Actuellement, les 50% les plus pauvres dans un pays comme la France émettent 4-5 tonnes de carbone par an, sont déjà dans les clous par rapport aux objectifs de 2030-2035. Le problème, c'est les 10% les plus riches qui vont émettre 20, 25, 30 tonnes de carbone par tête. Le marché carbone, ce serait une solution ? Justement, non, parce que ça traite un peu tout le monde de la même façon, avec en plus une spéculation sur le prix du carbone. Vous parlez d'un impôt carbone... D'une carte carbone individuelle. Mais vous savez, c'est comme les discussions qu'on a ces jours-ci sur le prix du gaz ou le prix de l'électricité. Vous ne pouvez pas traiter de la même façon le premier mètre cube, enfin les premières consommations de gaz, d'électricité, de carbone, et puis ceux qui ont des 4x4 ou qui prennent l'avion tous les week-ends. Donc il faut un système qui prenne tout ça de façon... Alors, le conflit identitaire dont vous parliez à l'instant, je pense qu'il est en partie la conséquence du fait qu'on a abandonné le terrain sur la réduction des inégalités, la réduction des écarts entre classes sociales. Et donc, quand vous expliquez à l'opinion pendant des années et des années qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible et qu'on ne peut rien faire du point de vue des inégalités économiques, et que la seule chose que les États contrôlent encore, c'est leurs frontières, évidemment, le débat, quelques années plus tard, ne porte plus que sur des histoires de garde-frontières et d'identité. Mais c'est parce qu'on a refermé le débat sur des thèmes les choses pourraient être en train de changer. Je pense notamment au G20 qui a adopté un accord sur un impôt minimum des entreprises de 15%. Ça a été ratifié par 132 pays dans le cadre de l'OCDE. C'est quoi ? C'est historique ? C'est un premier pas ? Comment vous l'analysez ? Non, pour moi, il y a deux problèmes principaux. D'abord, le taux de 15% est ridiculement faible. C'est-à-dire que si vous prenez une PME aujourd'hui ou un ménage de classe moyenne ou classe populaire, il aimerait bien pouvoir se créer une filiale dans les paradis fiscaux pour payer 15%. Mais vous voyez, avec ce que vous payez en CSG, en cotisation sociale, en impôt sur le revenu, vous allez tout de suite payer 20, 30, 40%. Donc ce taux de 15%... C'est un début. Non, c'est pas un début, parce que d'une certaine façon, vous donnez le droit de ne payer que 15%, c'est-à-dire vous légalisez finalement la possibilité pour ceux qui ont une filiale dans un paradis fiscal. Mais le second problème qui m'importe, qui est encore plus grave, c'est qu'on a complètement oublié les pays du Sud dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces discussions au niveau de l'OCDE, du G20, etc., ce sont des discussions consistant à Mais dans les 132 pays, ça inclut des pays Oui, du mais Sud. qui ne récupèrent qu'une part
infinitésimale des bases. C'est-à-dire, si vous regardez les chiffres, en fait, les bases fiscales qui sont actuellement localisées dans les paradis fiscaux, tout ça, c'est une histoire pour se les partager entre pays riches. Et si vous regardez ce qui va au sud, c'est des miettes, c'est absolument scandaleux. Parce que les clés de répartition ne sont pas les bonnes. Et je pense qu'à un moment, il va falloir prendre des clés de répartition qui dépendent vraiment non seulement du nombre de personnes employées directement ou indirectement dans les différents pays, quel que soit leur salaire. Parce que vous voyez, si vous pondérez par rapport à la masse salariale, vous allez dire « Ah bah tiens, c'est pas de chance, les salaires sont très très bas dans les pays du Sud, donc on va vous donner une très très faible part des profits. » Sauf que si elles sont très bas, c'est peut-être parce qu'elles sont exploitées. C'est justement ça qui permet des profits très élevés. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir que les pays du Nord acceptent l'idée d'une clé de répartition qui se fondent au moins en partie sur la population, simplement. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que, voilà, si vous avez tant d'habitants au Mali, au Niger, en Afghanistan, eh bien, vous avez une part des profits des multinationales, des plus grands acteurs économiques, les plus prospères du monde, d'ailleurs, que ce soit des sociétés multinationales ou des milliardaires individuels, qui soient partagés en fonction de la population. Et je peux vous dire une chose, c'est que même si c'était fait sur une faible fraction des profits des multinationales ou de la fortune des milliardaires, pour des pays qui sont actuellement paupérisés et qui ont été paupérisés aussi par des politiques d'austérité, de politiques de dérégulation qui ont paupérisé l'État dans de grandes parties du monde, qui avaient besoin d'un État pour investir dans les salaires des instituteurs, des infirmières, dans l'école, dans la santé, dans les infrastructures. Et il faut sortir de cette idée d'une aide internationale qui souvent en pratique, vous savez, les flux d'aide qui rentrent vers l'Afrique sont 4 fois plus faibles que les flux sortants de profits sortis qui vont dans le sens inverse. Donc c'est vraiment c'est tout le système d'aide au développement que vous souhaitez revoir. Voilà. Vous parlez même d'une réparation post-coloniale, post-esclavage pour ces pays. Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, je pense que la première raison pour faire ce que j'indique là, c'est simplement qu'il devrait y avoir un droit minimal égal à chaque personne du monde, et donc à chaque pays du monde, à se développer, à avoir un accès minimal égal à l'école, à la santé. On s'en rend compte quand on parle du vaccin pour le Covid, c'est peut-être le moment de s'en rendre compte, mais c'est vrai plus généralement sur la santé de base, l'école de base. Ça c'est le premier point général. Le deuxième point, c'est que effectivement, historiquement, les pays riches ne pourraient pas exister sans les pays pauvres. C'est-à-dire que toute l'industrialisation occidentale, tout l'enrichissement occidental n'aurait pas pu se faire sans un système de division internationale du travail et d'exploitation des ressources naturelles, aussi des ressources humaines, bien souvent, de façon effrénée, de façon parfois très brutale, très violente. Il ne s'agit pas d'aller refaire des comptes individuels pays par pays, mais quand même de prendre acte de cet héritage et d'arrêter de considérer du côté des pays riches ceci est notre richesse, ceci sont nos recettes de multinationales, ceci sont nos milliardaires. Non, cette richesse, elle n'existerait pas sans la division internationale du travail. Donc il est temps qu'au moins une partie de ces recettes soit répartie, comme je le disais, en fonction de la population. La troisième raison pour laquelle les pays riches, je pense, devront aller un moment dans cette direction, c'est que s'ils ne le font pas, eh bien, ce seront d'autres pays, et notamment la Chine, qui financera le développement de large partie du monde. Et j'espère qu'à un moment, les pays occidentaux se rendront compte que ce que la Chine est en train de devenir une dictature numérique parfaite, mais qui au moins, vis-à-vis du pays du Sud, est parfois plus généreuse, ou en tout cas est prête à investir davantage de ressources, est capable de critiquer le colonialisme, parce que la Chine elle-même a fait les frais du colonialisme. Et donc, effectivement, si les pays occidentaux ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ne se seraient jamais enrichis sans le colonialisme, et donc que ça impose aujourd'hui de changer les règles au niveau du système économique international, je pense qu'on va au-devant de graves difficultés. En attendant, il y a une autre question qui en tout cas se pose, c'est la question de la dette. Avec la question de savoir comment payer la facture. Il y a une levée de boucliers dans les classes les plus aisées qui se disent avoir le sentiment de toujours payer trop d'impôts. Et aussi ce sentiment de ne pas savoir où va l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence dans le budget ? Oui, c'est vrai. Vous savez, de résistance à l'impôt qui s'expliquerait par un manque de transparence. Je pense que les résistances à l'impôt peuvent venir d'une part de l'impression que les plus riches y échappent, et donc vous dites les plus aisés payent tout, mais c'est souvent les classes moyennes supérieures qui ont l'impression que les gens plus riches qu'eux y échappent. Donc s'il n'y a pas effectivement une certitude
de justice fiscale qui était réalisée au milieu du XXe siècle, quand il y avait cette très forte progressivité. Mais il faut dire que le contexte était très particulier, voire exceptionnel. Il y avait l'après-guerre, il y avait la Grande Dépression aux États-Unis, il y avait aussi la crainte du communisme, vous le dites. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai, mais aujourd'hui, il y a d'autres défis. Il y a le défi du développement dans le monde, il y a les pressions migratoires, il y a le défi chinois, et il y a évidemment le défi climatique. C'est-à-dire que je pense que quand les catastrophes climatiques atteindront l'ampleur qu'on a vu un petit peu cet été dans certaines parties de l'ouest du Canada, avec des feux démarrant pratiquement comme ça et se mettant en pleine ville à cramer tout sans prévenir, je pense qu'à un moment, les gens, ça les fera plus rire du tout. Les milliardaires qui donnent des leçons à la planète entière en se promenant en jet privé, en allant faire du tourisme spatial, etc., et qui délirent sur la géo-ingénierie qui va tout régler les problèmes sans faire le moindre effort, sans avoir plus de sobriété, sans réduire les écarts de niveau de consommation, de niveau de vie. Je pense que l'opinion peut évoluer très très vite sur ces questions. Et là encore, ce qui est important, c'est pas simplement la colère, la révolte, c'est les débouchés. Donc moi, j'essaye dans ce livre, dans mon travail, de réfléchir la colère toute seule, on a compris, toujours ne suffit pas. à la question des mesures, des systèmes d'un point de vue systémique et institutionnel. Pardon, il nous reste quasiment plus de temps. Alors parmi les autres propositions dans ce livre, il y a un revenu de base, une taxe carbone proportionnelle au revenu, on l'a déjà dit. Progressive plutôt. Progressive, une démarchandisation des services publics, la santé, l'éducation, la culture, bref, un socialisme démocratique, écologique et métissé. Reste à connaître le nom du candidat qui s'appropriera, qui s'emparera de ces idées, une piste. Oui, mais ce n'est pas des choses qui se font juste en appuyant sur un bouton avec une élection. C'est-à-dire que moi, je me situe dans une perspective historique de long terme. Vous savez, si je regarde le système d'État-providence, d'État social-démocrate, disons qu'on a aujourd'hui, par rapport au capitalisme de 1910, ça n'a plus rien à voir. Donc je pense que cette évolution à long terme va continuer. Les élections sont des moments importants, mais la politique, ça continue tous les jours. On suivra ça et on vous réinvitera. Merci beaucoup Thomas Piketty. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.